Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à Bistro Brain, notre dernier événement de l'année, communication scientifique pour le grand public. Je pense que je vais me changer un peu de place, là. On va essayer d'éviter le feedback. Donc, je me présente Alex Thibault, directeur de Bistro Brain. Comme vous l'avez cru comprendre, on est ici en collaboration avec le Centre de compétences Recherche Plus, qui offre le cours communication scientifique pour le grand public. Quelle originalité, vous me direz, pour le titre de l'événement. Donc, on sort de notre format habituel, on fait des présentations de 5 minutes, on va en avoir un total de 10, et à chaque fois, il y aura une période de questions de 3 minutes au micro juste devant moi. Donc, on vous invite à vous jeter devant pour vous emballer avec votre curiosité scientifique. Moi, je vais être le gardien du temps, donc je vais faire sonner une alarme après 4 minutes 30. C'est un message à nos présentateurs, présentatrices. Vous serez avisé que le temps sera contrôlé. Également, pour présenter Bistro Brain, dans le fond, c'est quoi? C'est un OBNL de vulgarisation scientifique qui a été fondé en 2017 à Sherbrooke, ici même. Aujourd'hui, ça représente une équipe de 20 personnes, des événements à Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, un podcast, des formations. Donc, c'est vraiment, on a le vent dans les voiles et on saute les deux pieds joints avec le mouvement de la vulgarisation scientifique. On veut vraiment rendre le savoir accessible à travers le plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui! Il y aura un quiz à la fin, donc on vous invite à être attentif et attentive. Il va y avoir un prix. Le premier prix, ça va être une carte cadeau de 25$ au Buck et Bière. Le deuxième prix, ça va être 3 consommations, comme les petits coupons Bistro Brain que vous avez reçus en début de soirée, donc des 13 onces. Et le troisième prix, une consommation de 13 onces. On remercie aussi déjà nos commanditaires pour la soirée. Il s'agit de l'AGEG, du REMDUS, des Fonds de recherche du Québec, le SAREUS, la FIRST, le vice-rectorat à la recherche aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sophie Malavoie, qui est enseignante dans le cours qui s'intitule « Communication scientifique pour le grand public ». Merci Alexis. Oh, c'est fort. C'est ça, moi j'ai eu la chance de donner avec Olivier ce cours, c'est la 2e année. Et le but de ce cours, c'est d'augmenter le bassin de bons communicateurs pour performer à Bistro Brain et ailleurs. Donc on partage la même passion, Alexis. Moi, je ne fais pas de recherche, mais ça fait 35 ans que je suis là-dedans, que j'ai quitté la recherche pour ça, et je ne l'ai jamais regretté. Alors la tradition, on parle déjà de tradition puisque c'est la 2e année, veut que je présente quelque chose, et Olivier aussi, qu'on se jette à l'eau aussi, comme les étudiants. Et moi, oui, c'est sûr que je ne fais pas de recherche, j'ai abandonné la recherche il y a plus de 30 ans, mais ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est un bon coup. C'est quelque chose pour vous prouver que les chercheurs, ils peuvent faire preuve de créativité. Et pour moi, la créativité, c'est à la base de la bonne vulgarisation. C'est un exercice de créativité. Alors, de quoi il s'agit? Écoutez, ce sont des scientifiques, des physiciens, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en physique des particules ici. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être en physique des particules. C'était des physiciens des particules de l'Institut de recherche et technologie de l'Université de l'Iowa. Et à un moment donné, ils ont lancé un communiqué. Et ils avaient découvert un nouvel élément du tableau périodique, qu'ils avaient appelé l'administratium. Donc ça, c'était une grande découverte. Et ils disaient c'est un élément assez unique parce qu'en fait, c'est le plus lourd qu'on ait jamais trouvé. Le plus lourd de tous. Et il n'a pas de protons, pas d'électrons. Les électrons, ça ne pèse pas grand-chose. Mais il a un neutron. Mais ce qui est très particulier, c'est que c'est une nouvelle structure où il a un neutron, 125 assistants neutrons, 75 vis-neutrons et 11 assistants vis-neutrons. Donc en fait, sa masse atomique, c'est 312. Donc, selon le modèle standard, ces particules qui contribuent à la masse atomique, c'est des particules de matière. Donc les neutrons, c'est particules de matière. Mais comment elles tiennent ensemble? Ils se sont dit, c'est quand même des physiciens, il faut quand même étudier la force, les particules qui font la médiation de la force qui les tiennent ensemble. Mais ils n'ont pas trouvé les particules habituelles, les bosons, les gluons, les photons. Non, ils ont trouvé des morons. Encore une nouvelle particule. Et ces 312 particules tiennent ensemble avec les morons. Et c'était déjà une première particularité. Après, ils se sont dit, il faut quand même pouvoir voir où est-ce qu'elle est. Mais elle est inerte, parce qu'elle n'a pas de protons, pas d'électrons, mais on peut la détecter chimiquement. Et ils ont fait une observation assez étonnante. Dès qu'ils faisaient une réaction chimique, mais qu'il y avait la présence pas trop loin de l'administratium, la réaction chimique était ralentie. Pour vous donner une idée, une réaction qui prend moins d'1 seconde, elle pouvait prendre 4 jours minimum avec l'administratium. Après, ils se sont dit, mais c'est quoi sa durée de vie en particules? Et la durée de vie, elle est 3 ans en moyenne.
Il est très stable, il ne se désintègre pas du tout, même il profite de ces 3 ans pour se réorganiser. C'est important de permettre aux neutrons, vice-neutrons, assistants vice-neutrons d'échanger leur place. Hein. Et puis même de s'adjoindre d'autres personnes. Donc la masse atomique, elle augmente. Ils partent à 312, 314, 316, 318. Il faut ce qu'il faut pour faire le travail. Donc finalement, ça grossit tout le temps. Pas plus efficace, par exemple. Mais où est-ce qu'on le trouve? Ces physiciens se sont dit, bon, on l'a découvert en Iowa, mais puis ils ont trouvé des fortes concentrations dans les agences gouvernementales, dans les grandes entreprises et dans les universités. Alors j'ai regardé la liste, Sherbrooke n'est pas dedans, c'est correct. Mais ils ont quand même remarqué une chose, c'est que c'est très toxique. Que dès qu'il y a une concentration trop forte d'administration quelque part, toutes les réactions productives sont annulées. Et bon, là je vais terminer sur une note un peu triste. Ils se sont demandé est-ce qu'il y a moyen de contrôler l'administration, qui a l'air d'être une chose vraiment très gagnante. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, toutes les tentatives pour contrôler l'administration se sont soldées par un échec. Donc voilà la petite expérience qui peut vous montrer que des physiciens, là c'est des physiciens des particules, ont pu faire preuve un petit peu d'originalité et de créativité. Ce communiqué-là a fait rire beaucoup de monde à l'époque. Et là vous allez écouter en fait les étudiants, leur présentation tour à tour. Et moi je peux vous dire, on les a vus évoluer avec Olivier, du premier cours au dernier. Et pour nous on est vraiment contents parce qu'on sent que la twist est prise. Ils ont compris l'essentiel. Et à vous de juger si notre mission qui est d'augmenter le bassin de communicateurs est réussie ou pas. Bonne soirée. Merci beaucoup, Sophie. À travers les méandres de cet emballement, j'ai oublié de te présenter. Donc, pour la présenter, Sophie Malavoie est non seulement enseignante du cours Communication scientifique pour le grand public, mais également a été fondatrice de le Cœur des sciences, qui est un centre culturel de diffusion des sciences situé à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, avec qui on a fait des collaborations d'ailleurs l'année passée, qu'on va renouveler encore cette année. Donc, les gens qui se ressemblent s'assemblent, hein, comme on dit. Donc, merci d'avoir participé à cet événement-là. On y va déjà avec la deuxième présentation. Il s'agit de Yann Lalonde, qui est étudiant en maîtrise en génie mécanique, qui nous fait une présentation intitulée « Système multifonction d'aide à la mobilité ». Merci de l'accueillir chaleureusement. Bon. Imaginez, vous venez d'avoir un accident grave, vous êtes pris dans un lit d'hôpital. Bon, inquiétez-vous pas trop, vous risquez pas de mourir, mais vous êtes pris dans un lit aux soins intensifs, vous savez pas trop combien de temps vous allez y rester. Mais si je vous disais qu'il y a un truc simple qui existe pour vous permettre de sortir de votre lit 30% plus vite. Mais ce truc-là, c'est simplement de se lever de son lit puis de commencer à bouger un peu. Donc, en plus de réduire notre temps au lit d'hôpital, de bouger, ça permet d'augmenter nos capacités cardiovasculaires et respiratoires. Ça nous permet d'être plus alertes, puis en général plus heureux. En plus, les patients qui restent couchés dans leur lit perdent environ 2% de leur masse musculaire à chaque jour, ce qui fait qu'à la fin de leur séjour, quand ils commencent à se lever puis sortir pour vrai, ils sont pas mal moins forts puis ont encore plus de difficultés à se lever. Fait que là, on doit se dire, si c'est si important de bouger pour des patients, ils doivent tous être en train de bouger. En fait, non. Aux soins intensifs, c'est à peu près 95% des patients qui ne bougent pas. Puis après ça, dans les lits d'hôpitaux normaux, c'est à peu près 40% des patients qui ne bougent pas. Bon, comment ça qui ne bougent pas? Si on se rappelle, on vient d'avoir un accident. Ce qui fait que on peut être pas mal médicamenté, ce qui nous rend moins alerte, puis augmente nos chances de perdre l'équilibre. Ça se peut qu'on soit branché sur plusieurs machines. Ça se peut, comme je viens de dire, qu'on ait perdu beaucoup de masse musculaire, qu'on soit plus assez fort pour se tenir debout. Ce qui fait que c'est assez difficile de nous déplacer puis de bouger. Ça se fait, mais comme on peut voir sur l'image, la personne en blanc au milieu essaie de se déplacer, puis ça prend 4 personnes pour lui permettre de se tenir debout puis de bouger juste un peu. Fait en ce moment, avec le manque de personnel dans les hôpitaux, on comprend que les préposés n'ont pas vraiment le temps pour ce genre d'activité, pour déplacer les patients. Puis en plus, si la personne venait pour tomber, mais il y a quelqu'un qu'il faudrait qu'elle rattrape, puis en le rattrapant, ça se peut qu'elle se blesse le dos, qu'elle tombe mal. Fait que c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc vraiment compliqué de déplacer du monde. En ce moment, si les préposés veulent déplacer quelqu'un,
pour l'amener par exemple de son lit, à l'amener aux toilettes, l'amener dans sa chaise roulante. Mais ce qui existe, c'est des machines qu'on appelle des lève-personnes. Donc, c'est des machines qui sont disponibles dans toutes les chambres des patients, qui permettent d'asseoir le patient dans une toile, puis de le lever tranquillement. Puis, ça peut prendre des patients qui sont assez lourds. Par contre, là-dedans, le patient ne bouge pas, il est simplement assis, puis ça ne l'aide pas à guérir plus vite. Ce que ça prendrait, c'est que le patient soit assis, qu'il soit debout dans un harnais comme celui que je porte en ce moment, puis que si il est plus capable de soutenir tout son poids, la machine, au lieu de le lever au complet tranquillement, tu peux demander à la machine, enlève-moi 20 kg. Fait que là, la machine te tire, elle t'enlève 20 kg, fait que là, tu es pas mal plus léger, c'est pas mal plus facile de te déplacer. Puis si jamais tu venais pour tomber, la machine, elle te retient, puis elle te rattrape. Ce genre de système-là aussi, ça existe. Par contre, c'est disponible seulement dans une pièce spécialisée, puis comme on se rappelle, c'est assez difficile de déplacer des patients pour l'amener là. En plus, ces systèmes-là ne sont pas tout le temps disponibles. En fait, des fois, il y en a peut-être juste un dans l'hôpital, si on est chanceux. Sinon, il faut aller dans une pièce, dans un centre de réadaptation spécialisé pour y avoir accès. Ce qui fait que les patients n'ont pas vraiment l'occasion de l'utiliser. Puis là, ceux qui sont un petit peu observateurs vont me dire « Il me semble que cette machine-là, elle ressemble pas mal à la machine de l'image d'avant. Il n'y aurait pas moyen d'avoir la même machine qui fait les deux. » En fait, c'est justement ça le but de mon projet, c'est de faire une machine qui est à la fois capable de faire des transferts de patients pour déplacer le monde qui sont vraiment pas capables de bouger, puis dans un autre cas, de faire de la réadaptation pour permettre aux patients de bouger le plus tôt possible dans leur traitement, puis pour les aider à se déplacer. Fait que le défi là-dedans, c'est que dans un cas, on doit soulever tout le patient, puis le déplacer très lentement, tandis que dans l'autre cas, on doit se déplacer pas mal plus rapidement pour bien suivre tous les mouvements du patient quand il commence à marcher. Mais vu que le patient se tient debout, mais il garde une petite partie de la charge, fait qu'on n'est pas obligé de soulever tout le patient au complet. Fait que, pour comparer les deux, en réadaptation, il faut que tu ailles à peu près 10 fois plus vite que quand tu fais les transferts de patients, mais tu peux soulever à peu près 3 fois moins de poids que pour soulever tout le patient. Le but de mon projet, c'est vraiment que les patients puissent avoir accès à une machine comme ça dans toutes les chambres des patients pour qu'ils puissent faire de la réadaptation le plus tôt possible dans leur traitement à l'hôpital. Merci. Merci beaucoup, Yann, pour ta belle présentation qui a respecté le temps. On encourage ça. Donc, la parole est à vous maintenant, cher public, pour poser vos questions. Donc, ça en est ici, on va essayer de gérer cette espèce de spectre astral-là, puis bien s'entendre, mais après, vous mettre devant le micro puis poser vos questions. Merci de la présentation. J'avais une question, vu que le but de ça, c'est finalement de stimuler en fait le muscle. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de stimuler que par marcher? Par exemple, si on voulait que la personne ne bouge pas, est-ce qu'on pourrait mettre, je sais pas, comme les trucs minceurs qu'on voit dans les trucs d'achat, je sais pas quoi. Les trucs que tu peux du ventre. Est-ce que tu peux pas faire d'autres trucs aussi pour, comme ça, juste pour stimuler finalement le muscle et de pas forcément le faire en marchant? Est-ce que ce serait plus simple? Est-ce que ce serait pas plus simple? Ouais, je sais pas exactement si ça serait plus simple, mais c'est sûr, en ce moment, les physios font souvent plus d'exercices dans le lit, vu que justement, ils peuvent pas lever la personne pour avoir accès à une machine comme ça. Mais c'est ça, fait que quand tu es pris dans ton lit, c'est souvent les muscles de tes jambes qui perdent le plus de masse le plus rapidement. Puis sur marcher, c'est non seulement tu fais de l'exercice, mais en plus de te mettre debout, ça permet à ton sang de mieux circuler, tous tes fluides, ils circulent mieux que quand tu es juste couché puis tu fais tes exercices. Fait que c'est un peu ça le but. Puis vu qu'il y a déjà des systèmes comme ça pour faire le transfert, comme faire une pierre deux coups puis avoir un système qui fait les deux en même temps. T'as piqué ma curiosité, j'ai une question. Est-ce que, t'en es où de ton projet? Est-ce que c'est quelque chose qui va voir le jour bientôt? Est-ce qu'il y a la possibilité d'utiliser la base de la machine existante qui pèse la personne au total? Il va falloir rééquiper tout. Dans le fond, en ce moment, il y a déjà une entreprise qui a commencé un projet comme ça, fait que eux autres, ils ont vraiment pris la même machine, puis ils l'ont mis juste un moteur plus fort qui est plus rapide en fait. Fait que moi j'avais dit qu'il faut être 10 fois plus vite, eux autres sont à peu près 3 fois plus vite, donc ils sont encore pas capables de faire tous les mouvements de la personne.
Mais si la personne est assez accidentée, ben, elle se déplace pas super vite encore. Fait que c'est déjà un début comme ça. Mais ben, sinon, mon projet en tant que tel, je peux pas dire exactement, vu que c'est confidentiel, un peu ce qu'on fait, là, mais c'est... ouais. Merci, Yann. Donc, vous voyez, ça va vraiment vite. On vous encourage, là, si vous avez des questions qui surgissent à votre esprit, restez après l'événement parce que c'est vraiment là que la magie de Bistro Brain s'opère. Les esprits sont inspirés, les neurones s'activent. Donc, vraiment, soyez pas gênés. C'est vraiment la philosophie de Bistro Brain, c'est être chaleureux, être décontracté, ludique, une belle ambiance agréable. Donc, on y va déjà avec deuxième présentation. Et cette fois-ci, troisième. Il s'agit de Nou Haidara, qui est chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche sur le cancer à Sherbrooke. Et il a également présenté à notre événement Biologie molécule le 12 octobre. Il nous fait une présentation intitulée « Étude de la fonction de l'ADN poubelle ». Merci de l'applaudir. Oui, exactement. Ok. Savez-vous que nous sommes composés d'environ 50 milliards de cellules et que chacune de ces cellules sont organisées au sein des tissus qui nous permettent en fait de pouvoir fonctionner, d'être en bonne santé et de pouvoir faire face aux besoins de la vie. Et nos cellules doivent pour pouvoir faire face aux défis de la vie, nos cellules doivent communiquer les unes avec les autres. Pour pouvoir faire ça, ils arrivent à faire cette fonction grâce à une molécule que vous connaissez tous, l'ADN. Cet ADN qui est enfui dans chacune de nos cellules et qui leur permet non seulement de communiquer à l'échelle individuelle, mais aussi de travailler à l'échelle individuelle, mais aussi de travailler à l'échelle collective pour nous permettre d'être en bonne santé et pour nous permettre de faire face aux défis de la vie. Alors les scientifiques ont essayé de décortiquer cet ADN. Curieusement, en fait, notre ADN, il apparaît comme un livre dans lequel, en fait, vous trouvez, en fait, ces lettres chimiques qui sont là, adénine, guanine, thymine et cytosine. En fait, si vous prenez, par exemple, vous ouvrez, par exemple, les livres de l'homme, on en trouverait à peu près 6 milliards de lettres comme ça, qui sont là, qui se suivent les unes par rapport aux autres. Mais ces 6 milliards de lettres ne sont pas organisées de manière désordonnée. Ils s'associent en fait en formant des phrases. Et ces phrases contiennent en fait des instructions qui permettent à vos cellules de fonctionner. Lorsque ces instructions sont mal lues, il arrive très souvent que vous tombez malade. Alors dans un ouvrage comme ça, vous pouvez trouver par exemple à peu près sur les 2 pages, vous pouvez trouver 2 phrases qui sont lues. Par exemple, chez l'homme, vous trouverez à peu près sur 20 000 phrases comme ça qui se retrouvent en fait dans notre génome et qui contiennent les instructions nécessaires au fonctionnement de toutes nos cellules. Par exemple, je vous ai pris juste des exemples. En fait, une instruction qui est là, qui permet la synthèse en fait d'une molécule qu'on appelle en fait l'insuline. Cette phrase que vous voyez ici, elle contient l'instruction nécessaire à la synthèse d'une molécule qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle est importante pour nous tous en fait. Cette molécule, elle est sécrétée par le pancréas. Elle sert de clé en fait pour permettre au sucre que nous consommons de rentrer dans chacune de nos cellules. Vous voyez comment est-ce qu'elle est importante? Sans l'insuline, on ne peut pas produire l'énergie. C'est grâce à l'insuline que vous êtes là aujourd'hui. Vous pouvez dire merci à l'insuline. Je vous montre ici une autre molécule qui est là, une autre phrase qui permet en fait de donner les instructions pour la production d'un anticorps. Cet anticorps qui est là, qui vous protège, surtout en ces temps difficiles, contre les virus respiratoires. Vous pouvez aussi dire merci à cette instruction. Alors, ce qui s'est passé, les scientifiques, en essayant de décortiquer en fait, le contenu de ce livre-là, s'ils sont aperçus qu'il y a à peu près, nos cellules lisent à peu près 2 pages. Sur un livre de 100 pages, nos cellules lisent seulement 2 pages pour pouvoir fonctionner correctement. Ça, c'était très étonnant. Parce que lire un livre de 100 pages, en lire 2 pages pour en comprendre tous les contenus, c'est quand même extraordinaire. Alors moi, le reste de ce livre a été considéré à l'époque comme étant en fait de l'ADN poubelle.
Donc de l'ADN qui ne servait absolument à rien. Donc moi, pendant mes 4 dernières années, j'ai essayé en fait d'étudier la fonction de cet ADN poubelle. Curieusement, au bout de l'aventure, j'ai pu découvrir, j'ai décortiqué un peu la poubelle à la recherche d'instructions, de phrases dans l'ADN poubelle qui peuvent être essentielles pour le fonctionnement de nos cellules. Et l'une des découvertes fascinantes qu'on a pu faire, c'était de retrouver en fait une instruction qui permettait en fait à vos cellules de pouvoir transporter le zinc. Vous savez, le zinc, c'est un oligo-élément essentiel pour le fonctionnement de nos cellules. Il est important pour le développement de nos poumons. Il est aussi très important pour le développement de notre système immunitaire. Nous avons pu, à travers nos travaux de recherche, identifier dans l'ADN poubelle quelques instructions précises qui sont importantes pour le transport du zinc. Je vous remercie. Encore des questions? Oui, bonjour. J'aurais une question. Comment tu détectes l'ADN poubelle? Comment tu sais que c'est l'ADN qui est utilisé pour la transcription? Pour la transcription, ça c'est une très belle question. Déjà, quand le génome humain, par exemple, a été séquencé en 2003, le premier travail, c'était de trouver les instructions qui permettaient à la synthèse des protéines. Une fois qu'on avait identifié ça, aujourd'hui, à travers des méthodes comme le RNA-seq, on est capable d'aller retrouver les génomes, les régions de notre génome qui sont en fait lues en ARN, mais qui ne permettent pas la synthèse des protéines. Donc, vous savez, le RNA-seq, par exemple, permet aujourd'hui de détecter ces ARN. Une fois qu'on identifie les ARN, on est capable d'aller coller en fait, un peu partout ces ARN sur le génome pour identifier en fait, les régions de notre génome qui permettent en fait, la synthèse de ces ARN-là. Donc, c'est comme ça qu'on a pu les identifier. Ouais. On a aussi, d'ailleurs, de passage, on remercie aussi les mathématiciens qui ont beaucoup développé ces dernières années des algorithmes qui nous permettent aussi d'identifier en fait, cette ADN poubelle-là. Donc les mathématiciens nous aident aussi beaucoup dans ce travail-là. Moi j'aurais une petite question aussi. Quand on a les poubelles, en fait, les séquences que vous retrouvez, Oui. qu'est-ce que ça produit comme protéines pour pouvoir transporter ce zinc-là? En fait, ce qu'on a trouvé, c'est que vous savez, vos cellules, pour pouvoir transporter les zinc, ils vont produire des transporteurs de zinc. Ces transporteurs de zinc ne sont pas permanents parce que l'excès de zinc aussi est toxique pour vos cellules. Donc, pour pouvoir régler en fait la concentration de zinc intracellulaire, vos cellules vont pouvoir jouer avec la production de transporteurs de zinc. Donc, comment est-ce que l'ADN poubelle intervient dans ce processus? On a pu voir, nous, en fait, que lorsque l'ADN poubelle est lu dans des conditions où les cellules sont en excès de zinc, cela permet, en fait, tout simplement d'éteindre toutes les phases qui permettent, en fait, l'importation du zinc. Et la cellule peut mettre derrière en place des mécanismes, en fait, qui permettent aussi d'éteindre l'ADN poubelle pour permettre, en fait, de produire des transporteurs dans les conditions où la cellule a besoin d'importer, en fait, le zinc. Y a-t-il des localisations pour ces séquences-là Ils n'ont pas de localisation particulière, mais l'une des clés qu'on a pu trouver qui semble être la clé la plus importante, c'est un ADN non codant qui n'avait jamais été identifié auparavant, qu'on a trouvé être localisé en fait à côté d'un gène qui permet en fait de contrôler la synthèse de tous les transporteurs en fait. Voilà. Merci. Exactement. Ça enchaîne, ça enchaîne. On va essayer de tasser ça, là. Oups. Éviter le feedback. Est-ce que je suis encore cadré, la régie? Parfait. On va essayer ça. Déjà, 4e présentation. Merci pour votre attention jusqu'à présent. On enchaîne avec Pedro Bandini, qui est stagiaire postdoctoral en génie civil. Il fait une présentation intitulée « Nous protéger des tremblements de terre, ça ouvre l'appétit ». Bonne présentation. Ça, c'est la ville de Kobe, au Japon, le 17 janvier 1995, après un tremblement de terre de 7,3 sur l'échelle de Richter.
Ce tremblement de terre-là a causé des dommages sur plus de 120 000 structures et plus de 6 000 personnes en sont décédées. On estimait à l'époque des pertes d'environ 200 milliards de dollars. Moi, en tant qu'ingénieur civil, spécialiste des tremblements de terre, quand je regarde une scène catastrophique comme ça me fait penser comment on peut protéger nos structures. Et une façon de protéger qui s'est montrée très efficiente s'appelle l'isolation sismique pour protéger des structures telles que les bâtiments, le pont et même des centrales nucléaires. L'isolation sismique, de la même façon que nous on porte nos manteaux ou nos bas d'hiver pour nous séparer de l'air froid, elle sert à séparer les structures des vibrations qui arrivent par les sols lors d'un tremblement de terre. Je vais vous montrer une courte vidéo qui va présenter, bien illustrer ces principes-là. Là, pour les structures qui sont isolées comme celle à gauche, lorsque le tremblement de terre arrive, le sol bouge, mais les structures restent pratiquement immobiles. Et moi, et pour le faire, ce qu'on utilise, c'est exactement ces petits blocs noirs là à la base de les structures, ce qu'on appelle des isolateurs sismiques. Moi, dans ma recherche, je suis exactement intéressé à étudier ces petits blocs noirs là. On peut les construire par exemple avec du caoutchouc et de l'acier. Le caoutchouc est un matériau qui est très 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 flexible, ce qui nous permet l'isolateur de bouger d'un côté à l'autre, de dissiper l'énergie du tremblement de terre et aussi de remettre les structures à sa place à la fin de la vibration. L'acier, à sa place, c'est un matériau qui est très 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 rigide et là, ce qu'il fait, c'est aider l'isolateur à soutenir tous les poids de structure. C'est ça, en soutenant les structures et les tremblements de terre, ces appareils-là doivent être très robustes. Ils doivent être assez résistants pour tous les poids de les structures. Là, on parle de milliers de tonnes et aussi de la force qui vient avec le tremblement de terre. C'est pour ça qu'on les conçoit donc avec l'acier et les caoutchoucs et on peut penser à les isolateurs comme des couches, comme un sandwich très massif, des couches de caoutchouc et de l'acier qui s'alternent et qui s'empilent. Et là, je parle pas, quand je dis massif, je parle pas d'un sous-marin 12 pouces. Je parle plutôt dans de plus gros burgers qui étaient faits à Détroit, qui avaient à peu près 5 pieds de largeur. Donc, lorsque le tremblement de terre arrive, donc l'isolateur il va recevoir le poids de la structure, plus il va se déformer latéralement. Et pour cette déformation latérale ici, il y a une limite. Si la déformation est plus grande que cette limite, l'isolateur il va casser. Donc, ça qu'on appelle aussi la rupture de l'isolateur. Plus précisément, pour ma recherche, je suis intéressé à étudier comment cette cassure se produit et quelles sont les caractéristiques de l'isolateur qui contrôlent cette cassure-là. Donc, on était allé au laboratoire de la structure de l'Université de Sherbrooke où on a testé une vingtaine de formes différentes des isolateurs en grosse échelle et en petite échelle aussi. Et avec des équipements et des machines qui vont exactement simuler les poids de la structure, plus les déformations qui sont causées par les tremblements de terre. Mais faire des essais au laboratoire, c'est très cher et ça prend beaucoup de temps. Donc ensuite, on a pris ces résultats-là et on a construit des modèles sur l'ordinateur pour pouvoir simuler plus de 10 000 formes différentes des isolateurs sismiques. De nos résultats, on a compris que pour certaines formes d'isolateurs, ils subissaient une rupture qu'on appelle les flambements. Cette rupture-là est très documentée et même les normes des calculs des structures l'utilisent pour
les designs des isolateurs en caoutchouc. Et là, on a observé des déformations qui étaient d'à peu près autour de 1,8 fois l'auteur de la somme de toutes les couches de caoutchouc ensemble. Pour d'autres formes, on a remarqué que c'est la couche de caoutchouc qui va se déchirer. Et là, on a observé des déformations limites qui étaient presque 2 fois plus grandes que celles on a observées pour les ruptures par flambement. En plus de tout ça, on a remarqué qu'un rapport entre la largeur et l'hauteur de l'isolateur d'environ 2,5 séparait bien les types de ruptures, soit le flambement ou le déchirement. Une meilleure connaissance de comment les ruptures d'isolateurs se produisent nous permettra de concevoir des structures qui sont plus économiques, plus durables et toujours sécuritaires pour qu'on puisse éviter des catastrophes comme celle qu'on a vue au Japon en 1995. Merci beaucoup. Belle présentation, merci. Ça fait 2 semaines, on est allé à l'observatoire de l'université Bishops et là, ils ont expliqué que le télescope comme tel, il est isolé du reste du bâtiment. Il est isolé vers une longue pipe qui est remplie de caoutchouc liquide pour empêcher les vibrations qui pourraient bouger l'image du télescope. Et c'est comment ça marche? Parce que je vois que c'est similaire, c'est à la fin pour isoler les vibrations. Tu veux éviter les vibrations. Est-ce que c'est une technologie similaire? Est-ce que pour utiliser des caoutchoucs liquides dans les bâtiments comme ça? Moi, personnellement, je ne connais pas cette technologie-là, mais j'imagine que c'est ça. C'est que les tremblements de terre, ils ont quand même des fréquences qui sont très spécifiques, disons, pour les tremblements de terre. Et ce qu'on fait, c'est essayer d'éloigner les structures de ces fréquences-là. Donc, pour les télescopes, j'imagine que ça soit quelque chose de similaire, mais avec d'autres vibrations qui ont d'autres fréquences. Donc, je pense que le fonctionnement serait quand même similaire. C'est exactement ça. Essayer de séparer la structure qu'on doit protéger de sources de fréquences, des vibrations qui sont causées par exemple, parce que les vibrations peuvent être causées par même un camion qui passe sur la route, ça peut causer des vibrations. Donc, j'imagine que ça soit quelque chose comme ça, mais c'était un très bel point. J'aimerais connaître davantage. Est-ce qu'on pourrait isoler un bâtiment au complet avec du caoutchouc liquide? Mais comme j'ai dit, je ne connais pas les caoutchoucs liquides. Moi, j'étais vraiment concentré sur les caoutchoucs plus comme... C'est ça qu'on appelle les caoutchoucs naturels pour ce type d'isolateur-là. Mais ça me pique quand même la curiosité. Je vais essayer de trouver la réponse. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va commencer avec Mohamed Idrissou, qui est étudiant au postdoctorat en biologie cellulaire et dont la présentation s'intitule « Réparation des dommages à l'ADN ». La parole est à toi et ton pointeur est là. Bonne présentation. Bon, bonsoir à tous. Je vais vous présenter mon projet de postdoctorat qui est le rôle de PRP-19 dans la réparation des dommages à l'ADN. La réparation des dommages à l'ADN passe sur plusieurs plans, donc je vais citer vite fait, donc le NAR ou le Mystère Repair. Non, je ne vais pas vous faire une présentation standard de, entre guillemets, présentation scientifique, on passe à ça. Donc moi, en gros, ma présentation sera sur, en fait, les cassures ou les fractures. Bon, pas les fractures qu'on a au pied ou main, ni des séismes comme Pedro nous l'a présenté. Non, on va laisser tout ça. Moi, c'est plus des cassures qui se font au niveau de l'ADN. Donc, imaginez l'ADN comme une pelote de laine. Je crois que j'avais pris une pelote de laine, mais je pense que c'est plutôt une boule à chat. Donc,
En gros, imaginez que c'est une pelote de laine. Et cet ADN, en fait, qui renferme toutes les informations nécessaires pour pouvoir donner votre caractère, votre phénotype, donc couleur des yeux, couleur de la peau, la taille. Et que, en gros, grâce à cet ADN-là, lorsqu'elle est bien lue, par une machinerie, donc comme humain qui va venir tricoter la petite pelote de laine, donnera différents types de cellules qui vont former les différents organes qu'on a, donc le cerveau, les muscles ou encore les poumons. Donc, si on veut faire la transposition dans les tuques, des chaussettes ou des pulls. Donc, en gros, après la formation de ces cellules, ou on va dire la réplication, on va appeler ça avec le bon terme, réplication, à la fin de cette réplication, au niveau des télomères, j'ai spoilé, à la fin de cette réplication, on a le bout de l'ADN qui sera en gros protégé pour ne pas être pris comme une cassure de l'ADN. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit nœud. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on fait quand on veut protéger ces boules de pelote de laine ou pas. Bon, j'ai pris ça comme exemple. Donc, en gros, je vais vous expliquer un peu vite fait ce que c'est qu'une réplication. Une réplication, c'est le passage d'une cellule mère. Je pense que c'est plus un monsieur qu'une femme, qui va donner 2 cellules filles. Donc, dans ces cellules filles, il y aura une taille de télomère prédéfinie. Au début de notre vie, on a on va dire, de longs télomères. Et au fil du temps qu'on a des réplications, on a perte de télomères, perte de télomères, perte de télomères, perte de télomères, jusqu'à arriver à un seuil critique où la cellule dit ok, bah, non, donc, RIP. Et parmi ces cellules-là, en fait, il y a des cellules qui ont réussi en fait à échapper à ce mécanisme. Bon, en réalité, c'est pas vraiment les cellules. Je pense que vous connaissez plus ces figures en virus, mais j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé de cellules qui font les méchants, quoi. Donc, en gros, ces cellules-là, des cellules tumorales, ont trouvé un mécanisme pour pouvoir échapper à la mort cellulaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à certaines protéines, comme la télomérase, c'est ma blonde, on voit pas trop sa tête, qui va plutôt venir faire des petits nœuds, rajouter des fragments d'ADN au niveau de ces télomères. Du coup, la cellule se dit ok, j'ai beaucoup de télomères, donc je reste vivante. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse à 10 à 15% des cellules tumorales qui utilisent un autre mécanisme qui fait appel justement aux ouvriers de réparation de l'ADN, tels que Bloom, bon, lui s'appelle Scooby, Smarkal, c'est le cosmonaute, et Sophie la girafe, RPA, qui vont plutôt venir mettre des scotch au niveau des télomères, donc agrandir les télomères. Donc, moi, mon projet, c'est plutôt s'intéresser à une protéine qui s'appelle PRP19, c'est ma fille. En gros, qui va venir réguler ces différents ouvriers qui vont venir scotcher l'ADN ou les télomères en disant que ouais, il n'y a pas de problème, donc tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre. Parce que elle, ce sont ses jouets préférés. Je pense que s'il y avait un petit film, elle a récupéré tous les jouets, du coup, ça n'ajoute plus les télomères. Fini, la cellule est meurt. Donc en gros, c'est ça le but de mon projet. Merci. Après ça, c'est le terme technique. Comme Mohamed a fait en 4 minutes, on a le droit à 3 questions. Soyez pas timide, hein. C'est quoi qui scotche? Oui. C'est quoi le scotchage? Le scotchage, en fait, c'est que on a des protéines dans nos cellules. On a des protéines dans nos cellules, en gros, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'il y a cassure de l'ADN, comme le bout des télomères, en gros, elles vont venir souder. Bon, vu que je ne peux pas montrer comment on soude, j'ai scotché pour représenter en fait la soudure. Donc, venir souder les fragments d'ADN et rajouter des différents fragments pour dire à la cellule, ok, tu as assez de télomères, tu peux pas, en fait, tu meurs pas. Donc, tu restes immortel. C'est ce que certaines cellules tumorales utilisent. Donc, c'est pour ça la présentation du scotch. C'est pour montrer que ça soude. Pour une question stupide. Donc les télomères, si c'est lié au fait que si on a de moins en moins, parce qu'en fait, au cours de la vie, donc du coup après on meurt, donc du coup si on peut le refaire, est-ce qu'on vit infiniment? Bah normalement oui, en fait normalement oui. Il y a des chercheurs japonais en gros qui disent que la fontaine de jouvence se trouve au niveau des télomères en fait. Donc si tu réussis à protéger tes télomères, tu restes immortel. Je suis sceptique. Je suis pas vraiment sûr. Parce que plus tes cellules se repliquent, plus tu as des mutations, et ces mutations vont te donner d'autres tumeurs, d'autres trucs, et tu vas mourir d'autres choses, quoi.
Mais c'est sûr que grâce au télomère, tes cellules peuvent rester vivantes. Plus tu as été télomère, plus tes cellules sont vivantes. Et justement, le truc, c'est qu'il y a un lien qui se fait entre télomère et vieillissement. En gros, on a montré que chez les vieilles personnes, ils ont des courts télomères et chez les petits bébés, ils ont des très longs télomères. Comment tu fais, comment ces scotch, enfin ces soudures, on est sûr et certain qu'il va ressouder les choses dans le bon sens? Justement, c'est pas qu'ils vont faire dans le bon sens, ça dépend. Comment on est sûr que la soudure se refait dans le bon sens, qu'il n'y aura pas un morceau qui soit mis dans le mauvais sens? Ok. Là, tu m'envoies revenir sur le diapo compliqué que je voulais pas. Tu vois. Ok. On voit différents mécanismes en fait. Il y a des mécanismes qui vont en gros reproduire ces soudures-là à l'identique. D'autres qui vont se dire, ok, on ne se casse pas la tête, qu'est-ce qu'on fait? On coupe et on ressoude. Un peu comme un soudeur, il va voir ça s'est cassé, il n'a pas le temps de penser, il n'a pas le temps de bien raffiner, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les diotures et hop, il soude, c'est fini. Et du coup, ça peut créer aussi des mutations, ce genre d'opération. Bon, c'est ça. Je ne sais pas si vous prenez ta question ou pas. Ok, parfait. Déjà une 6e présentation. On a vraiment un pacing, un rythme effréné ce soir, mais j'espère que vous appréciez quand même un format plus bouché. On vous invite les premières qui étaient là ce soir pour un événement Bistrobrain à revenir naturellement. Vous allez voir aussi, on a le temps de poser des questions aussi, d'approfondir. On a aussi d'autres images de bébés, d'animaux, là. C'est quand même toujours gagnant. Prochaine présentation, Pierre-Olivier Lagacé, étudiant en maîtrise en génie électrique, et sa présentation s'appelle « Je ne t'entends pas, je fais trop de bruit ». Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez si je ne prends pas de micro? Un petit peu, je vais prendre le micro après. Je vais faire une expérience avec vous autres. Je vous parle, vous m'entendez bien. Disons que je continue à vous parler. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Ben, l'expérience que je viens de vous faire vivre en ce moment, c'est la vie d'un robot à tous les jours. Je parle bien sûr d'un robot qui a des oreilles et qui est capable d'écouter. Prenons par exemple un aspirateur autonome qui est dans votre salon ou dans votre cuisine, puis qu'on y ajoute des micros. Ben, proche de ces micros-là, il y a des moteurs. Les moteurs, ça fait du bruit. Un aspirateur aussi, ça fait du bruit, ça l'aspire. Ben, vu que c'est proche des microphones, ben, le robot, en tant que tel, il entend juste ce bruit-là. Fait que même si vous êtes dans la même pièce un petit peu plus loin, que vous parlez au robot, le robot va entendre en majorité juste le bruit. Chez nous, les humains, on a des outils assez impressionnants pour nous aider dans ces situations-là. On a 2 oreilles. Avec nos 2 oreilles, on est capable de savoir qui nous parle. Donc, disons que mon voisin à ma droite me parle, ben, je sais dans quelle direction il va me parler. Fait que je peux me virer vers lui et le regarder. Puis, avec mon cerveau, je suis capable de me concentrer. En me concentrant, je suis capable de distinguer les paroles qu'il va me dire par rapport aux autres bruits, comme de la musique ou quelqu'un qui va ouvrir un ventilateur, par exemple. Ben moi, mon projet, c'est de donner cette capacité-là au robot. Puis, pour donner cette capacité-là, ben, je vais prendre la petite télécommande pour switcher. Ben, plus précisément, je travaille sur un robot industriel. Pourquoi un robot industriel? Parce que ben, c'est souvent plus gros, plus complexe, ça fait plus de bruit. Fait que la tâche est plus difficile. Ben, premièrement, sur mon robot industriel, j'ai équipé des microphones. Comme vous pouvez voir sur l'image, il y a 4 microphones. Ben, nous, les humains, on a besoin de 2 oreilles pour savoir dans quelle direction on nous parle. Mais avec 2 oreilles, on est capable de savoir sensiblement dans quelle direction, mais pas exactement. En ayant plus que 2 microphones, ben, j'augmente ma précision. Fait que je suis capable de plus en plus... Je suis capable de mieux en mieux de savoir dans quelle direction on me parle. Donc, si j'équipe mon robot de 4 microphones, ou même 8, 16 microphones, ben, il va savoir exactement dans quelle direction qu'on lui parle. Ensuite, mon robot, la deuxième étape, après l'avoir équipé de microphones pour qu'il puisse entendre, ben, je le fais bouger pour qu'il s'entende lui-même. En s'entendant lui-même, il est capable de savoir dans quelle direction il produit du bruit. Donc, ici, on a un robot qui a 4 roues. Donc, les 4 roues, les 4 moteurs vont produire du bruit. On a un bras manipulateur qui va aussi produire du bruit. Donc, si on ajoute une personne qui lui parle à côté,
ben, le son va venir d'une direction différente. Ce qui fait que le robot peut dire, ben, j'ai pas besoin d'écouter mon propre bruit, je sais dans quelle direction je le fais. Ben, il va commencer à écouter dans d'autres directions, puis il va pouvoir se concentrer sur la personne qui lui parle. Ben, ce projet-là, ça peut avoir plusieurs retombées. Disons qu'on est dans une usine. Ben, en ce moment, les opérateurs sont obligés d'utiliser leur tablette, leur ordinateur, d'aller sur l'application, trouver le bon robot, trouver la bonne tâche à donner, ce qui peut être relativement long. Ben, avec ce projet-là, ben, on pourrait donner une intelligence sonore au robot pour que l'opérateur puisse juste lui dire qu'est-ce qu'il a besoin. On peut aussi voir un autre cas où on a une machine qui fait un bruit lorsqu'elle a fini. Ben, si le robot est capable de juste entendre cette machine-là faire le bruit, puis de réagir en conséquence, ben, elle va pouvoir choisir par elle-même, ben, le robot va pouvoir choisir par lui-même d'aller vers la machine, changer sa pièce, faire la maintenance qu'il a besoin de faire. Ça peut aussi avoir un intérêt sur ce qu'on a vu plus tôt, sur les aspirateurs autonomes. Imaginez que vous venez de vous lever le matin dans votre lit, là, votre aspirateur commence à passer à 6h30 du matin. Ça serait-tu le fun de juste pouvoir faire « Hey, arrête ou va plus loin » puis qu'il vous écoute? Ben, c'est l'objectif de mon projet. Merci. Pour 2 questions. Ah oui, puis j'ai pas présenté mes résultats par souci de son, mais si vous voulez, vous pouvez venir me voir plus tard, puis je vais vous montrer mes résultats, j'en ai sur moi. Oui, moi, je me demande s'il y a un son qui n'est pas prévu dans l'ambiance, est-ce que ça a un impact sur la machine, comment elle va réagir? Par exemple, l'aspirateur de maison, s'il y a un chien qui aboie. Ben, il va entendre le chien aboyer. C'est comme si... C'est pas nécessairement seulement pour la voix, c'est pour tous les sons dans l'environnement. Donc, si on a la sonnerie d'un téléphone, ben, ça se peut qu'on veut que notre aspirateur réagisse à ce bruit de téléphone-là, qui arrête pour que toi, dans l'autre pièce, tu puisses l'entendre, ou quelqu'un qui cogne à la porte. Fait que l'objectif, c'est que l'aspirateur puisse réagir à tous les autres sons dans son environnement, pas seulement au son de la voix. On a quand même beaucoup de technologies en ce moment qui nous entend, qui nous écoute pour qu'on leur donne des commandes. Par rapport à ta recherche, qu'est-ce que tu peux faire ou nous parler des faux positifs? Ou est-ce qu'il pense qu'il y a une commande puis il va faire quelque chose, puis même on voudrait donc qu'il ne le fasse pas par lui-même? Oui. Mais en ce moment, les technologies qui sont conçues, qui fonctionnent, elles ne fonctionnent pas dans un contexte où il y a autant de bruit. Fait que oui, il y a des faux positifs, il va y en avoir des faux positifs sur ces systèmes-là, puis encore plus parce qu'il y a beaucoup de bruit. Bien, l'objectif, c'est que les systèmes puissent fonctionner avec autant de bruit. Puis en ce moment, ça ne se fait pas parce que les performances des systèmes qui sont existants, bien, la performance va vraiment diminuer beaucoup à cause du bruit. Fait que c'est plus là-dessus. Mais ça va limiter les faux positifs, ça va limiter la perte de performance des systèmes, dans le fond. On vous informe d'ailleurs au passage que si vous voulez avoir accès au PDF ou même à la soirée au complet, ben, vous avez remarqué qu'on a une station d'enregistrement juste à ma droite ici. Toutes nos soirées depuis le 2019 sont enregistrées, sont publiées sur notre chaîne YouTube. C'est encore dans la voie de l'accessibilité, c'est gratuit, c'est pour le plaisir. Donc allez jeter un petit coup d'œil, juste Bistro Brain sur YouTube, vous allez y avoir accès. Puis pour les PDF, PowerPoint, juste à passer par info@bistrobrain.ca. On va pouvoir vous mettre en contact avec les personnes qui ont présenté ce soir. Donc, on enchaîne déjà avec 8e présentation. Christian Longtemps qui s'est ajouté à la dernière minute, mais ça a fonctionné. On lui a fait de la place et je suis convaincu qu'il va nous faire une excellente présentation. Celle-ci, d'ailleurs, s'appelle « Repenser la gestion de la douleur lombaire ». Pour le présenter, il est étudiant en doctorat en sciences de la santé. On l'accueille chaleureusement. Les attentes sont hautes, on va essayer de les combler. Donc bonjour à tous, moi je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un mot de dos, mais principalement les douleurs dans le bas du dos.
Donc, rapidement, un petit sondage, là, maison. Je veux savoir qui dans la salle, en levant la main, a déjà souffert de maux de dos dans votre vie. OK, on a une grande proportion, fait que je vous dirais que ça me surprend pas. Pourquoi? Parce que si je me fie aux statistiques, c'est que plus de 80% de la population là, va souffrir au moins une fois dans leur vie de douleurs au bas du dos. Puis parmi ceux-ci, plus de la moitié vont avoir jusqu'à 10 épisodes de maux de dos dans leur vie. Fait que ça en fait une condition qui est très commune, mais également très récurrente, et ça me fait peu penser au virus de la grippe ou même de la COVID en ce moment. Donc, 2 sujets assez d'actualité. Probablement que vous aussi, vous avez déjà eu un petit virus de la grippe récemment. Mais aussi, moi, je m'intéresse beaucoup là, à comment on peut faire pour optimiser la prise en charge de cette condition-là, autant pour les patients que pour les cliniciens, étant moi-même physiothérapeute. Donc, maintenant, on va savoir comment on peut se blesser. Ça arrive dans plein d'occasions. Donc, prenons l'exemple de Jean Arrache, ici présent, que lui, il s'est fait mal au dos après avoir fait un mouvement assez brusque durant son activité du dimanche matin. Et on peut penser qu'il y a une douleur très vive, très aiguë au mouvement. Donc, par contre, prenons son ami maintenant, Yvon Tomalou, que lui, il a la douleur au dos depuis longtemps, ça persiste, puis c'est de plus en plus présent. Puis lui, il s'est fait mal au dos, en fait, ou bien il a la douleur au bas du dos en faisant des activités aussi anodines que se lever du fauteuil ou même de ramasser un objet au sol. Donc, on peut voir que la lombalgie, c'est également, ou les douleurs lombaires, c'est également une condition qui est assez imprévisible et même qui peut être très incapacitante si on se fie à notre monsieur Tomalou. Donc là, en fait, si on rentre plus dans le spécifique maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par douleur lombaire? Vous l'aurez pensé, la douleur lombaire, ça réfère simplement à la région où on a mal, donc dans le bas du dos ou dans les régions lombaires. Maintenant, dans le fond, le principe, là, la prochaine question que vous avez probablement, en tout cas c'est la mienne que je me suis posée tout le long de mon cours de physiothérapeute, je me demandais en fait, c'est quoi qui cause la douleur lombaire exactement? Donc, pour vous aider un peu à visualiser la chose, c'est un des principaux enjeux qui rend cette condition-là tellement difficile à traiter. C'est parce qu'il existe plein de choses qui peuvent causer cette douleur-là dans la région lombaire. Donc ici, on prend la colonne vertébrale de notre cher ami Oscar. Donc imaginez, là, dans le fond, là, que c'est une colonne lombaire. Et la région lombaire, c'est les 5 vertèbres plus bas ici. Donc, il y a plein de choses qui peuvent causer la douleur. Donc, par exemple, les articulations ici. Donc, quand elles bougent, donc on se penche vers l'avant comme ça ici. Ça peut causer de la douleur. On a également tous les ligaments autour de la colonne vertébrale, les muscles qui sont par-dessus aussi. Et aussi, on peut voir ici, là, pour les gens là, plus loin, ça va être difficile à voir, mais on a la fameuse hernie discale, que vous avez déjà probablement entendu parler de, qui est vraiment au niveau du disque, entre 2 vertèbres, là, qui vient un peu sortir de son alignement et qui peut venir irriter une racine nerveuse d'un nerf dans le bas du dos et qui peut causer, comme on voit ici, des douleurs qui descendent dans la jambe et même des petits chocs électriques. Comme je vous disais, il existe plein de causes qui peuvent la causer la douleur lombaire, puis on n'est pas capable, même avec des imageries, des examens d'imagerie, de spécifier, de savoir quelle structure exactement, ce qui rend la condition très difficile à traiter, parce qu'on n'est pas capable d'identifier le bon traitement pour le bon patient. C'est littéralement face à cet enjeu. À cet enjeu-là que je me suis attaqué avec mon projet de recherche. C'est que nous, on a développé un nouveau modèle de prise en charge qui vise à guider le thérapeute pour identifier c'est quoi les éléments spécifiques à chaque patient qui peut expliquer, ou c'est quoi le plus probable qui pourrait expliquer la douleur et ses limitations qui sont associées. Donc, pour vous l'expliquer, pour vous l'aider à l'imager, prenons l'exemple encore de Jean et Yvon. Donc, dans le cas de Jean, on parlait comme quoi qu'il y a une douleur aiguë à des mouvements spécifiques après avoir fait un mouvement. On peut penser que des traitements plus spécifiques qui vont venir à viser à moduler ou à diminuer la douleur, donc par exemple des mobilisations, des manipulations au niveau de la colonne. C'est difficile à gérer, plusieurs choses dans les mains. Au niveau de la colonne peut aider et même des exercices plus spécifiques également vont pouvoir aider, donc du fameux gainage abdominal. Tandis que Yvon, lui, on mentionnait qu'on voit qu'il y a de la douleur qui est plus persistante, c'est souvent plus complexe parce que ça implique différents systèmes, dont le système nerveux. Et là, par contre, lui, sa douleur n'est pas nécessairement associée au mouvement, mais c'est de plus en plus présent, c'est incapacitant, puis il a tendance à éviter certains mouvements et même de dire non à des activités qui lui pourraient causer de la douleur. Donc, il y a vraiment une peur de bouger à certains moments.
Donc, on pourrait penser qu'une approche plus éducationnelle, donc venir rassurer le patient comme quoi que le dos est fait fort, il est fait pour bouger, et même de l'encourager à reprendre un peu l'activité générale, légère et progressive, comme par exemple du yoga. Donc, ça, c'est un exemple un peu de comment on peut personnaliser notre approche en identifiant vraiment c'est quoi les éléments qui expliquent la douleur ou les limitations de notre patient. Donc, moi, dans le cadre de mon projet, plus spécifiquement, c'est que je suis venu recruter une quarantaine de physiothérapeutes dans la région de l'Estrie et de Montréal, et on les a divisés en 2 groupes. Donc, un groupe qui était formé avec le modèle que je viens de vous expliquer, et l'autre groupe ne recevait pas de formation. Et puis, ils ont retourné dans leur clinique, ils ont recruté des patients avec des douleurs lombaires. Et on les a suivis sur une période de 12 semaines pour voir est-ce qu'ils s'amélioraient. Et si oui, est-ce que mes patients de mon groupe ici qui ont reçu la formation, est-ce qu'ils s'amélioraient davantage que l'autre groupe. Donc, on a eu nos résultats là, tout récemment, et puis on a des résultats assez convaincants, comme quoi que nos patients, ici dans le groupe là, qui a été traité par des physiothérapeutes qui ont été formés par le modèle, ils se sont mieux améliorés là, en termes de douleur, de limitation dans leur activité également à 12 semaines. Ce qui nous laisse croire, donc comment on pourrait penser à comment ça pourrait s'appliquer à la population générale ou bien à nos amis Jean et Yvon, bien, ils pourront reprendre leur activité signifiante, c'est-à-dire rejoindre leur conjointe au gymnase et reprendre leur entraînement de musculation. Merci. J'imagine que c'était clair. Qu'est-ce qu'on fait quand on a mal au dos? Mais moi, je vous dirais, là, je suis pas du tout biaisé d'aller voir un bon physiothérapeute. Ça règle beaucoup de problèmes. Donc, je la vois déjà prête là, pour prendre place derrière le micro avec toute une grande ferveur. Là, on est déjà rendu, vous l'avez deviné, avec Catherine Boisvert-Vigneault, puis mon chronomètre qui fait signe que Christian va dépasser. Donc, il y a une fin de présentation qui s'appelle... T'as vraiment un goût de la faire, ta présentation. T'es là, t'es comme à chaque syllabe, un pas de plus. Donc, sa présentation s'appelle « L'exercice, un puissant médicament ». J'ai l'impression que c'est aussi une puissance que tu vas nous témoigner. Pour la présenter, Catherine, elle est étudiante au doctorat en gérontologie. On lui souhaite la meilleure des chances. Alors, moi, je vous explique comment la femme de Jean Arrache s'est rendue là. Vous l'avez vu dans la présentation de Christian, elle est quand même haute. Bien, en fait, Jasmine de Rien est comme vous. Elle a 63 ans, mais elle est comme vous. Elle veut être en santé. Puis d'un autre côté, ben, elle pratique l'activité physique pour être en santé. Non, attends un peu. Elle veut pratiquer plus d'activité physique pour être en meilleure santé. Parce qu'en fait, l'activité physique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, on vit des défis. Là. Jasmine, normalement, son partenaire de marche, c'est Jean. Mais Jean, il a mal au dos, elle ira pas marcher avec Jean. Fait que, ben, en fait, elle ira bien toute seule, mais t'as-tu vu dehors comment il fait frais puis il fait noir? C'est pas vraiment le fun d'aller dehors. Puis en plus, il a neigé, elle pourrait tomber, glisser. Il y a comme plein de trucs à prendre en compte. Ben, samedi, la météo est plus clémente. Je vais y aller samedi. Non, samedi, Jasmine, elle a prévu faire ses achats pour les cadeaux de Noël. Fait qu'on, ben, comme vous, elle va remettre ça plus tard, hein? Fait que, Jasmine, ben, elle vit des défis. Et si je vous disais que pour commencer à devenir plus active, si Jasmine s'inscrivait à un programme d'entraînement en groupe, peut-être que ça l'aiderait? Bien, effectivement. Jasmine, c'est là que tout a commencé. Elle s'est inscrite à un programme d'entraînement avec d'autres dames aînées comme elle et elle était supervisée par un kinésiologue qui est un spécialiste d'activité physique. Et dans le fond, à chaque semaine, 3 fois par semaine, 1 heure à chaque fois pendant 1 an, elles se sont rencontrées pour s'entraîner. C'est donc dire que Jasmine a cumulé 150 heures d'entraînement dans son année. C'est quand même pas mal.
Et moi, mon doctorat s'intéresse à ce que Jasmine aura appris au cours de ses 150 heures d'entraînement et comment aujourd'hui, une fois que le programme est terminé, comment elle le réinvestit dans sa pratique actuelle d'activité physique. Et là, en fait, moi, je m'intéresse pas aux cellules de Jasmine, mais je m'intéresse vraiment à son expérience, à la personne, à ce que Jasmine elle a vécu à travers son programme d'entraînement. Alors, j'utilise un microphone, mes oreilles aussi pour travailler, mais pas le même genre de microphone que Pierre-Olivier. Moi, je travaille dans un environnement où c'est très, très calme, c'est silencieux, c'est vraiment... c'est convivial pour pouvoir parler et j'écoute dans le fond ce que Jasmine a à me dire. Et je lui ai posé la question, c'est quoi ta recette pour continuer à être active même si le programme est terminé puis que tu n'as plus tes amis puis ton entraîneur puis que tu es rendu chez toi? Et Jasmine, en fait, j'ai contacté Jasmine et 12 de ses collègues pour savoir qu'est-ce qui était sa recette. Et l'ingrédient principal de la plupart des recettes, c'était d'avoir de la compagnie. D'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner. Mais là, pas n'importe qui. Il y a de la qualité là-dedans. C'est comme le pain. Le pain tranché blanc à l'épicerie versus le pain du boulanger. Qui vote pour le pain du boulanger qui est de meilleure qualité? Ouais, OK, c'est bon. On s'entend là-dessus. Donc, il y a de la qualité dans la compagnie. Mais c'est quoi qui fait la qualité? C'est en fait la connexion humaine que vous allez avoir avec les gens qui vont être avec vous. Il y a 3 types de connexions qui sont significatives. La première, c'est le plaisir. Quand vous avez du plaisir à aller vous entraîner avec quelqu'un, ça va faire que vous allez en faire plus. La deuxième forme, avoir un entraîneur, un kinésiologue qui va être avec vous, avec qui vous allez avoir confiance. Confiance qui va être capable de vous amener à atteindre vos objectifs, mais confiant aussi qui va respecter vos limites et vous écouter dans tout ça. Et finalement, l'autre forme qu'on sous-estime souvent, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui valorise ce que vous faites. Comme Jean, présentement, Jean Larache, il peut pas aller s'entraîner avec Jasmine, mais il peut l'encourager. Il peut, par exemple, par des gestes, lui dire, je vais aller te porter au parc, là, je vais t'offrir le lift, puis tu pourras aller t'entraîner. Ou il peut lui permettre de respecter son horaire en lui disant, regarde, va faire ton entraînement, je te donne le temps, puis après, on ira faire l'épicerie ensemble. Donc, en faisant ça, Jean fait preuve de valorisation envers ce que Jasmine fait, et ça, pour Jasmine, c'est important. Alors, avoir de la compagnie, c'est l'ingrédient principal de la recette. C'est comme la levure dans le pain. Avez-vous déjà essayé de faire un pain pas de levure? La levure, c'est ce qui fait que le pain va coller. C'est ce qui fait que le pain va lever quand tu le fais cuire et qui va goûter bon, qui va goûter le pain. Et vous, de quel type de connexion avez-vous besoin pour aller vous entraîner? Drôle, mais trouver la bonne personne avec qui faire l'amour. Faire l'amour, ça rentre dans les comportements actifs d'activité physique. Exactement, on dépense de l'énergie. Deux autres questions, j'ai fait ça vite, là. Je sais pas si... Non. Allô? Salut. J'aimerais savoir c'était quoi ton processus pour vulgariser ta pensée par rapport à ton travail. Puis c'était ça la job ce soir que tout le monde a à faire. Ouais. Pourquoi tu me poses la question à moi puis pas à quelqu'un d'autre? OK. Comment est-ce que tu as vécu le fait de rapetisser ta pensée pour l'éclater à des personnes random? OK. Je comprends ta question. Premièrement, c'était difficile. Okay? Mon doctorat, c'est comme très large. Ça fait genre 8 ans que je travaille là-dessus. Il a fallu que je prenne comme un petit bout, juste pour vous le présenter. Mais je me suis mis à votre place. Puis, tu sais, on s'entend, je travaille chez les aînés. Puis là, je me suis dit, probablement qu'il n'y en aura pas beaucoup, mais il va en avoir. Comment je fais? Fait que je me suis mis à votre place, puis je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vivent? Puis ce que j'entends de mes amis autour, c'est, je sais pas par où commencer. Je sais pas comment. Tu sais, fait que je me suis dit, je vais planter une graine. Je vais leur dire, ça prend quelqu'un avec qui ça prend de la compagnie, peu importe la forme que ça prend, là.
Fait que c'est comme ça que j'ai travaillé. Mais je t'avoue que ça n'a pas été facile. On s'est vu le 9 décembre, je crois, dans le cours. Et depuis le 9... Bon, en tout cas, Olivier et Sophie pourront témoigner, mais ça a évolué depuis le 9 aussi. Puis Fait que, puis je te dirais même que ça m'a permis d'améliorer la présentation de mes résultats, que de savoir comment je vais leur dire ça. Parce que j'en ai plein de résultats, mais qu'est-ce qui va être pertinent pour eux autres? T'sais? Fait que c'est un peu comme ça. C'est vague, là. C'est pas j'ai pas comme étape 1, j'ai fait ça, étape 2, j'ai fait ça, étape 3, j'ai fait ça, mais si tu veux, on pourra s'en parler. C'est une question que tu te poses plus précisément. Est-ce que ça t'a apporté d'autres idées par rapport à tes études là, puis ta recherche? Ben, le fait de développer... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, en fait, ça m'a amené à être capable de synthétiser puis de comprendre. Tu sais, mettons, le mot connexion humaine, là, il m'est venu après le 9 décembre, puis je me suis dit, c'est ça que ça prend. C'est ça qu'il y a dans... Fait que ça m'a amené comme une autre vision de mes résultats que j'avais pas avant. Avant, j'étais vraiment dans le concret de, ben, ça te prend quelqu'un, voici 3 formes, puis mais pourquoi ces 3 formes-là, puis comment je l'amène? Fait que, tu sais, c'était un peu là-dedans, mais là, je pense que s'il y avait un échange entre vous et moi, ça bonifierait plus. Là, c'est vraiment moi qui vous donne d'informations, là, mais si vous voulez venir m'en parler après, ben, gênez-vous pas, je vais être là. Là, je vois Alexis qui se rapproche, c'est comme moi, tu veux comme... Ouais, c'est ça. Je te laisse la place. Merci. Là, après se faire poser des questions sur comment est-ce qu'on vulgarise, on va inviter celui qui montre comment vulgariser. Il s'agit d'Olivier Robin, donc il m'a pas vraiment envoyé l'info à part qu'il fait une présentation sur le fromage. C'est ça, le fromage? Puis, aussitôt, ben, il est professeur et docteur en génie mécanique. Fait que, on va lui souhaiter très bonne chance. Je pense qu'il va bien se débrouiller. On a beau enseigner aux gens, c'est toujours le moment où on se retrouve au pied du mur et c'est toujours un petit peu... Avant de commencer, je veux quand même dire bravo aux personnes qui ont présenté avant moi. On note, on sait avec Sophie le travail qui a été fait. J'espère que vous avez apprécié ça. Mais je trouve ça bien qu'on dise un bravo à toutes ces personnes-là. Il y a vraiment un travail de fond là-dedans. Ils ont su retravailler, repenser leur science pour la rendre accessible. J'espère que vous trouvez que l'objectif est atteint. Et si oui, merci de leur dire bravo. Moi, je vais m'essayer à quelque chose un peu sans fil. J'ai pas beaucoup répété. Je vais essayer autre chose, parce que c'est le principe du tant qu'à faire de dire que c'est comme ça qu'il faudrait faire. On va s'essayer. J'ai un problème dans la vie. Je suis dépendant. Je suis dépendant depuis 23 ans à l'acoustique. En fait, depuis que j'ai rencontré l'acoustique, ça m'habite tout le temps. Il y en a partout, c'est insupportable. Il y en a autour de... Oh, un microphone. Et il y en a autour de nous, enfin, il suffit de regarder. Un haut-parleur. Oh. Enfin, vous voyez, c'est ça le problème de l'acoustique, c'est quand tu rentres dans une science et quand tu es passionné, c'est partout. Alors moi, je vois de l'acoustique partout, je vois de l'acoustique sous la mer, je vois de l'acoustique quand il y a des échographies, je vois de l'acoustique, en fait, je vois de l'acoustique partout. C'est insupportable, enfin, ça dépeint sur ma vie, ça devient insupportable, je veux dire. Les gens qui me connaissent, des fois, veulent plus trop me fréquenter. Je veux dire, la dernière fois que je suis allé à la fromagerie, je suis rentré, j'ai regardé la personne qui travaillait, je lui ai dit « Alors, c'est ici que vous faites du bruit ?» Vous voyez, c'est pas facile de porter ça. C'est pas facile de porter ça. D'ailleurs, enfin, les gens, ils veulent plus aller au concert avec moi. Les gens, ils veulent plus aller au concert avec moi parce que, en fait, moi, je suis la personne qui applaudit avant puis après le concert. Puis ça ressemble à ça. Puis je dis des choses comme 1,2 secondes de réverbération, c'est bon. Enfin, ça me crée des problèmes sociaux, mais c'est pas grave, j'assume. Et quand même, je pense que les gens qui font de l'acoustique, les acousticiens, je crois qu'on vous veut du bien. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire en tant que professeur, parce qu'il y a le bruit, enfin, vous avez compris, je vais pas continuer, mais le bruit, c'est un problème dans notre société. Il y en a partout. Et il faut trouver des manières de réduire le bruit, de le contrôler. En majeure partie, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. Et j'aimerais bien vous expliquer finalement c'est quoi le décibel. Sûrement vous avez entendu parler de c'est quoi le décibel.
Alors j'ai pris quand même quelques accessoires parce qu'il ne faut pas venir non accompagné non plus. On va essayer de voir. Alors, tout le monde ne pourra pas voir, mais je vais vous le dire. Ne faites plus de bruit. Et actuellement, le niveau est à peu près de 50 décibels. Ceci est un sonomètre. D'accord ? Donc là, vous pouvez faire un peu plus de bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit. Nous avons atteint la valeur de 99,9 décibels. Alors, c'est bizarre parce qu'il y avait 50 avant, puis il y a 100. Je ne sais pas si ça vous choque, mais moi, ça me choque. Et en fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans le décibel, c'est que ce n'est pas une échelle linéaire. Le décibel, ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Le décibel, c'est une échelle finalement qui est liée à nos sensations. Et nous, humains, nos sensations, la vue, l'audition, le toucher, on n'est pas sensible à du 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est pas parce qu'une personne plus une personne plus une personne va appuyer sur mon doigt que ma sensation, elle va suivre ça. Ça suit plutôt des règles de x10, x20, x100, x2, x4, x8. Est-ce qu'il y a des musiciens dans la salle? Musiciens, musiciennes? Ça vous dit quelque chose, une octave? L'octave, c'est 2 fois la fréquence d'avant. Pourquoi on est capable d'entendre une octave? C'est parce qu'on est sensible à des x2, par exemple. Quand c'est des tout petits différences de notes, on n'arrive pas à les sentir. Quand c'est x2, on dit « Ah, je le ressens, c'est 2 fois celle-là ». Fait que c'est ça qui j'aimerais vous faire comprendre. Et il y a un bon exemple, c'est que... c'est pas toujours facile. Hein. Il va y avoir un changement majeur l'année prochaine au Québec. On va changer la législation du bruit au travail. Jusqu'à maintenant, c'était 90 décibels sur 8 heures. Donc sur un chiffre de travail, on pouvait recevoir un niveau de 90 décibels. Alors c'est pareil, vous devez vous dire « Ouais, mais on a fait 99,9 tantôt, c'est pas... » 90 décibels sur 8 heures, ça fatigue. Vous êtes d'accord ou pas que le bruit, ça fatigue? Le bruit, ça fatigue, ça perturbe. Vos oreilles... Enfin, quand vous vous couchez, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la première chose que vous faites physiologiquement quand vous vous couchez? Vous fermez vos yeux. Donc vous ne recevez plus de lumière. Mais vous fermez vos oreilles. Vos oreilles, en fait, sont toujours à l'écoute de tout. Donc en fait, finalement, le bruit... le son génère quelque part une forme de stress. Alors attention, pas stress forcément négativement, mais ça sollicite notre esprit, ça sollicite notre cerveau, notre corps. D'accord? Donc, il a été décidé qu'on va passer de 90 décibels à 85 décibels. C'est majeur, c'est 5 décibels de moins. Et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est ce que ça représente en termes d'enjeu. Donc là, je vais faire un tour de magie. Et nous allons partir pour la formidable aventure de je vais vous expliquer le décibel avec le Babybel. Bienvenue à notre nouvelle émission. Et je suis là pour ça. Donc, vous avez peut-être remarqué que mes poches sont relativement chargées. Attention, ne vous méprenez pas sur le mot poche. J'ai dans ma poche de droite 5 Babybel qui seront des unités de décibels. Et dans ma poche gauche, 5 décibels ou Babybel, décibel, Babybel, peu importe. J'ai besoin de 10 volontaires, 10 personnes qui voudront bien tenir un Babybel, le lever ou le baisser. Qui veut un Babybel? C'est là où on peut mettre un peu d'interaction dans tout ça. Voilà, nous avons 5 décibels le Babybel de distribuer. Nous allons mettre un ici, un là-bas, je vois... Oh, tu es un peu loin, approche-toi, nous allons entendre te voir. Oui, vous pouvez le manger. Enfin, il m'en reste un dernier. Ce sera ici, ok. Alors, révisons le décibel. J'ai besoin qu'une personne... Donc, on va faire un exemple concret. On va dire que vous allez représenter chacune des machines qui font chacune 80 décibels. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, c'est bon? Ok. Une première personne qui a un Babybel va lever la main, ce sera toi. Toi. Oui, toi, Alexis, c'est vrai. Pourquoi j'ai pas pris toi? Cette personne fait 80 décibels. C'est une machine qui fait 80 décibels qui porte un Babybel. Un Babybel qui fait 80 décibels. Enfin, bon, vous avez compris. C'est une machine qui fait 80 décibels. Je reviens à la base. Le décibel, c'est pas juste 1 plus 1 plus 1. C'est pas une addition qui se fait de manière directe, logique, classique.
Peux-tu, s'il te plaît, lever ton bras? Oh, une deuxième machine de 80 décibels vient de s'allumer. Combien fait l'addition de deux machines qui font chacune 80 décibels, selon vous? Attention, les gens qui ont suivi un cours d'acoustique cette année n'ont pas le droit de répondre. Non. Attention, je note. Ça fait 83 décibels. Deux machines de 80 décibels, ensemble, font 83 décibels. Vous vous rappelez, c'est quoi le changement de la norme? On va passer de 90 à 85. C'est clair pour tout le monde? Ok, j'ai besoin d'une troisième personne. Une troisième machine à 80 décibels vient de se mettre en route. Maintenant, nous avons un niveau de 85 décibels. Une quatrième personne, une quatrième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 6 décibels. Une cinquième... Oh, Mohamed. Une cinquième machine vient de se mettre en route. Nous avons maintenant un niveau de 87 décibels. Une sixième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 88 décibels. Une septième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 88,5 décibels. Une huitième machine, toi tout au fond là-bas, qui a pris un décibel. Oui, merci, s'il te plaît. Nous avons maintenant un niveau de 89 décibels. Une neuvième machine vient de se mettre en route. Nous avons un niveau de 89,5. Et la dixième, elle est où? Qui a mangé son babel? Oh, c'était moi. Je vous ai bien eu. Je suis la 10e machine à 80 décibels. Nous avons maintenant que 10 machines sont toutes ensemble à un niveau de 90 décibels. La question finale de mon jeu est: combien de machines faudra-t-il éteindre pour respecter la nouvelle législation de bruit au Québec? J'attends vos réponses. Vous avez bien écouté ce que j'ai dit? Alors c'est là où c'est pas du tout intuitif, et c'est là où voulait venir ma présentation, et mon idée c'était de voir un peu comment on peut faire un peu du stand-up ou mélanger les choses. Donc vous voyez, levez bien les bras là, tout le monde là. Là il y a 10 machines qui font chacune 80 décibels, et l'addition des 10 machines fait 90 décibels. L'enjeu, si mettons je suis propriétaire d'une industrie, n'importe quoi, j'ai 10 machines qui fonctionnent, elles font 90 décibels, eh bien je vais devoir en éteindre 7. Donc tout le monde sauf vous 3, baissez les bras, et je vais devoir laisser uniquement 3 machines allumées pour respecter le 85 décibels. Donc j'espère que je vous aurai expliqué c'est quoi le décibel, finalement la difficulté d'expliquer ça, et les enjeux qu'il y a. Donc je vous dirais qu'en tant qu'acousticien, je suis un peu bizarre, mais une chose qui me rassure, c'est que je vais avoir beaucoup de travail dans les années à venir. Merci et bonne soirée. J'ai des fiches. Bonjour. Allô. Merci pour ta présentation. Avec l'avenue des technologies, on a des écouteurs de plus en plus avec, on va appeler le cancelateur de bruit. Oui. À quel point que dans un environnement bruyant comme on vient d'expliquer aujourd'hui, ça peut amener une solution ou ça, en fait, ça n'amène pas de solution? Excellente question, merci pour ta question. C'est vrai, de plus en plus, on a des casques qui permettent de faire ce qu'on appelle du contrôle actif, de la réduction active de bruit. Ça marche bien parce que, si tu veux, dans ton casque, il y a des microphones à l'intérieur du casque qui permettent tout de suite de mesurer ce qui rentre et de tout de suite calculer ce qu'on va injecter pour l'annuler. Alors ça se fait bien parce que autour de tes oreilles, c'est pas très grand comme volume, c'est facile de faire les calculs et de faire tout ça. Imaginez qu'il faille faire ça dans un volume comme ici. Il faudrait des microphones partout pour faire des calculs simultanément. Techniquement parlant, c'est pas applicable, surtout pour des machines qui vont produire des bruits très variables et pas toujours prévisibles. Donc malheureusement, ces technologies, selon moi, vont pas pouvoir être directement mises en œuvre, en fait. Merci beaucoup, Olivier. Qui a faim? Il en reste un 10e, il était caché. Mais je sais pas pour vous, là, mais je commence à avoir chaud là tenir mon bras dans les airs comme ça. J'étais comme... Ce Babybel va rendu être un shot de lait, là. On est maintenant rendu à la fin, mais avant, on a encore une surprise pour vous. Si vous vous en souvenez, on a un quiz à la fin, donc dont les prix vont s'afficher. On va avoir une carte cadeau de 25$ au Bac et Bière. Ça, c'est une microbrasserie au centre-ville de Sherbrooke. C'est vraiment bien. Ça permet d'avoir une belle ambiance, des beaux événements. Donc, plein de bonnes bières brassées sur place. Donc, on vous invite à scanner le code QR.
Puis pendant ce temps-là, je vais faire nos remerciements parce qu'on va arrêter l'enregistrement. Donc, on va remercier vous, le public, d'être là. J'ai compté, on est 95 en ce moment ce soir. Donc, c'est notre record pour l'année. On peut se donner une bonne main d'applaudissement. Également, présentateur, présentatrice qui est au nombre de 10 aujourd'hui. Les bénévoles de Bistro Brain, donc Patricia et Maude à la technique, on avait Jean-Sébastien à la console, on avait mon Emmanuel à la Ève à l'accueil, toutes des gentilles personnes qui portent à cœur les valeurs de Bistro Brain que sont le plaisir, la démocratie et la curiosité. On remercie également l'équipe du BOC, Léandre et Andy ce soir. Merci d'avoir été là, d'avoir été efficace, puis encore une fois, de faire partie de l'aventure de Bistro Brain. Et nos commanditaires qui sont la JEG, la FIRST, le SAREUS, le vice-rectorat, la vie étudiante, les REMDUS, et je crois que je les ai tous. FIRST. Vous avez été nommés au début, on ne vous oublie pas. Puis, sinon, on vous laisse 10 minutes pour répondre aux questions. Après ça, on va piger au hasard les gagnants et les gagnantes. S'il y a des égalités au sommet, on a 4 questions. Et là, Olivier me fait des signes de la tête. Qu'est-ce que tu veux, Olivier? Je voulais juste dire merci à Bistro Brain pour nous aider à organiser tout merci. ça. Oui, ça fait plaisir. Faire passer la science vers tout le monde. Merci. Merci. Merci.